Bonjour à tous, donc je vais corriger un devoir sur le chapitre propriété des ondes que j'ai donné à des élèves de terminale. Donc ce devoir comporte trois exercices distincts. Un premier exercice qui s'intitule de la musique dans le calme, qui est une partie d'un exercice d'un sujet de bac de sciences de l'ingénieur donné en 2021. Donc c'est la première partie d'un exercice de 30 minutes, sachant que cet exercice comportait trois parties. Alors, on te donne quelques données, l'intensité sonore de référence, I0 qui vaut 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, et on te parle du modèle de l'atténuation géométrique pour une source ponctuelle, et on te dit que l'intensité sonore I à une distance x de la source, elle est reliée à la puissance sonore P de cette source par la relation I égale P sur 4pi x2. Et on a le contexte. Donc on a un musicien qui s'entraîne sur sa guitare électrique, il se trouve à une distance d de 1 mètre du haut-parleur, considéré comme une source de puissance constante émettant de façon équivalente dans toutes les directions. Soucieux de protéger son audition, il utilise un sonomètre et mesure un niveau d'intensité sonore L1 de 85 décibels, et il aimerait réduire son exposition au bruit. Donc il y a trois questions. La première question est une question de cours. Citer les deux options qui s'offrent à lui et justifier en utilisant le vocabulaire associé à l'atténuation d'une onde. Puis, deuxième question de calculer une intensité sonore I1. Et une troisième question de déterminer à quelle distance du haut-parleur il doit se placer afin d'être exposé à un niveau d'intensité sonore de 75 décibels. Donc on est parti. Citer les deux options qui s'offrent à lui et justifier en utilisant le vocabulaire associé à l'atténuation d'une onde. Les deux options qui s'offrent à lui, elles sont simples. Soit il doit s'éloigner, soit il doit mettre un écran entre lui et la source sonore. Donc s'il s'éloigne, on appelle ça une atténuation géométrique. S'il met un casque anti-bruit ou alors des boules qui c'est une atténuation par absorption. Donc on nous dit qu'il décide de se reculer du haut-parleur. Donc déjà, on avait déjà une première réponse à la question 1. Et on te demande de calculer l'intensité sonore I1 associée au niveau d'intensité sonore L1. Donc là, c'est une formule du cours. Tu sais que I1, c'est I0 fois 10 exposant L1 divisé par 10. Et là, il suffit tout simplement de calculer. Donc ça fait 1,0 fois 10 puissance moins 12, I0 est donné dans l'énoncé, fois 10 exposant 8,5, et quand tu tapes sur ta calculatrice, tu trouves 3,2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Il ne faut pas oublier les unités, sinon tu perds des points. Ensuite, on te demande de déterminer à quelle distance du haut-parleur il doit se placer afin d'être exposé à un niveau d'intensité sonore L2 de 75 décibels. Et j'ai des élèves qui ne répondent strictement rien. Ce qui est dommage, puisque si on te donne un niveau d'intensité sonore, la seule chose que toi tu peux faire, c'est de calculer l'intensité sonore. Et ça te rapportait un point. Donc c'est quand même dommage de ne pas faire ça, sachant que tu l'as généralement très bien fait à la question 2. Donc on repart pour la question 3. Et quand tu calcules I2, tu trouves 3,2 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Et c'est là que généralement les problèmes commencent pour la majorité des élèves, puisque beaucoup se disent que il va falloir utiliser cette formule-là, que l'intensité c'est la puissance divisée par 4pi fois x2. Sauf que on n'a pas P. Alors en effet, une solution, c'est de calculer P. Si tu veux, mais tu perds ton temps. Moi, je ne calcule pas P. Puisqu'on me dit que comme de toute façon la puissance reste la même, je vais un petit peu transformer cette équation-là. Alors, sachant que je ne l'aurais pas fait d'un point de vue personnel, j'aurais tout simplement fait le rapport des intensités I2 divisé par I1, mais je me dis que c'est peut-être plus simple si je te le montre comme ça. Je vois que si je multiplie de part et d'autre cette égalité par x2, donc ici je multiplierai par x2, alors je vois que l'intensité multipliée par le carré de la distance, c'est P sur 4pi.
Ah ben tiens, bah je vais l'appliquer aux deux situations, pour I1 et pour I2. Donc I1 fois x1 au carré, bah, c'est p sur 4pi, et I2 fois x2 au carré, c'est p sur 4pi. Alors si tu vois où je veux en venir, bien je vais tout simplement faire une égalité entre I1 fois x1 carré égale I2 fois x2 carré. Et je me suis affranchie de calculer p. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver x2, puisque c'est ça qui m'intéresse? Eh bien, j'ai divisé par x2 de part et d'autre de l'égalité. J'ai divisé par I2 de part et d'autre de l'égalité. Et je trouve que x2 au carré, c'est I1 fois x1 carré sur I2. Je cherche x2, donc je prends la racine de tout ça. Et je remplace. Et quand je remplace, x1 ça valait 1, i1 divisé par i2, bien on voit que c'est un facteur 10, et racine de 10 ça fait 3,2 mètres, donc il faut qu'il se place à 3,2 mètres. Exercice suivant, donc ça c'est un exercice que j'ai tiré du livre, donc qui s'intitule Soie d'araignée, qui est un exercice très classique à savoir faire. Donc on souhaite déterminer le diamètre A d'un fil d'araignée. Pour cela, on maintient ce fil en position verticale et on l'éclaire d'une source laser rouge de longueur d'onde lambda de 650 nanomètres. Le laser, il est placé à 20 cm du fil et la distance entre le fil et l'écran est fixée à 2 mètres. Et on a ici alors le schéma et là la photo de la figure de diffraction puisque c'est un exercice de diffraction. 3 questions, il fallait exploiter la figure donnée et déterminer la largeur L de la tâche centrale de diffraction. Montrer que A, le diamètre du fil, c'est 2 fois lambda fois d divisé par L dans l'approximation des petits angles avec tangente θ environ égale à θ. Et enfin de calculer alors le diamètre A du fil d'araignée. Alors, en exploitant le schéma qui est ici, déterminer la largeur L de la tâche centrale de diffraction et j'ai des élèves bien, qui n'y arrivent pas. Et là, les bras m'en tombent. La tâche centrale de diffraction, elle est ici. Alors, tu peux mesurer la tâche centrale de diffraction en mesurant ici, avec ta règle. Et là, tu as L. Alors, tu peux aussi être plus précis en mesurant tout ceci, et dans ces cas-là, tu auras 2 L. Et après, simplement faire, j'allais dire, un calcul de proportionnalité en mesurant l'échelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors moi, j'ai uniquement mesuré L. J'ai mesuré la tâche centrale. Elle fait 4 cm quand je la mesure sur une feuille. L'échelle, eh bien, je voyais que ça faisait 2,2 cm. Dans la réalité, ça fait 10. Pour trouver le dernier, eh bien, j'ai fait 4 fois 10 divisé par 2,2 et je trouve 18 cm. Question suivante, montrer que A vaut 2 fois lambda fois D sur L et on se place dans l'approximation des petits angles. Et on me parle de tangente θ. Bah, si on me parle de tangente θ, je vais aller regarder, je vois l'angle θ, je vois ici un triangle rectangle. Donc, bien, je vais appliquer mes formules de trigonométrie. Tangente θ, je sais que c'est le côté opposé, donc c'est ceci, divisé par le côté adjacent, donc c'est cela. Le côté opposé, c'est pas L, c'est L sur 2. Et le côté adjacent, c'est grand D. Donc ça fait L sur 2 divisé par grand D. Une fraction dans une fraction, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Et donc comment est-ce qu'on fait pour simplifier? Eh bien, on se souvient que 1 demi divisé ou par 4, ça fait 1 demi fois 1 quart, donc ça fait 1 huitième, ça fait 1 sur 2 fois 4. Donc le 2 est ici, le 4 est là, ça fait bien L sur 2 fois D. Et on me dit que tangente θ, c'est θ, donc θ c'est bien L sur 2D. Si des élèves me mettent tout de suite que θ c'est L sur 2D, il manque quand même une partie de la démonstration. Il faut quand même trouver tangente θ. Or, qu'est-ce que tu sais? Eh bien, tu sais que θ, c'est lambda sur A. Donc, tu as lambda sur A qui vaut L sur 2D.
et toi tu cherches à déterminer A. Petit souci, je sais bien que là on est au dénominateur, on n'est pas au numérateur. Eh bien, il y a une astuce toute simple hein, en mathématiques. Je pense que tu sais que 1 demi, on va être d'accord pour dire que c'est 4 huitièmes. Si tu sais que 1 demi c'est 4 huitièmes, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que 2 sur 1, c'est bien 8 divisé par 4. Donc pour passer de là à là, j'ai pris l'inverse. Et je vais faire exactement la même chose ici. Le 1 c'était lambda, le 2 c'était A, le L c'était 4 et 2D c'était 8. Bien, tout simplement, ça va me donner que A sur lambda, c'est 2D sur L. Et c'est beaucoup plus facile maintenant de trouver A simplement en multipliant par lambda de part et d'autre. Donc je peux simplifier et j'arrive à lambda à A égale 2 fois D fois lambda divisé par L, c'est ce qui était demandé. Et dernière question, calculez alors le diamètre A du fil d'araignée en utilisant les données expérimentales et en faisant les conversions. Donc comme A c'est 2 fois lambda fois D divisé par L, donc 2 fois la longueur d'onde elle est en nanomètres, pour la passer en mètres, et bien je multiplie par 10 puissance moins 9. La distance, elle m'est donnée dans l'énoncé, c'est 2 mètres. La largeur de la tâche de diffraction, bien je l'ai calculée, c'était 18 cm. Pour passer en mètres, c'est 18 fois 10 puissance moins 2. Et je trouve 1,4 fois 10 puissance moins 5 mètres. Et là, j'ai quelques élèves qui, je ne sais pas pourquoi, veulent mettre ce résultat en millimètres, en micromètres, et se trompent. Ça ne sert strictement à rien. On ne te demande pas de mettre le résultat dans une autre unité que le mètre. Donc, tu ne le fais pas parce que 1, tu risques de faire des erreurs, et 2, tu perds ton temps. Et l'exercice 3, donc, qui s'intitule Qualité d'écoute d'une enceinte Bluetooth, c'est un sujet de bac donné en septembre 2022 aux élèves qui suivent la spécialité sciences de l'ingénieur, mais qui suivent le même programme de physique que les élèves qui suivent la spécialité physique. Et c'est un exercice de 30 minutes. Et donc cet exercice, je l'ai quasiment donné mot pour mot. J'ai juste enlevé un moment une petite partie d'une question. Alors, les enceintes connectées, donc Bluetooth, permettent d'écouter de la musique plus facilement qu'auparavant. En effet, elles sont déplaçables à l'envie car elles ne nécessitent pas l'alimentation électrique externe ou de connecteurs filaires pour recevoir le signal numérique du son à émettre. Malgré cet avantage, certaines difficultés déjà présentes avec les systèmes classiques persistent, et en particulier la réflexion des ondes sonores sur les murs, qui a pour conséquence l'existence d'un phénomène d'interférence entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. Et c'est exactement bien l'objet de l'exercice, c'est d'étudier les conditions de ces interférences. Pour cela, on te donne un schéma sur lequel j'avais rajouté S1, S2 et M. Donc sur ce schéma, on te dit que la flèche noire, donc qui est là, ça représente la trajectoire de l'onde sonore incidente, qui vient de l'enceinte. Et la flèche ici grisée, ça va représenter la trajectoire de l'onde sonore qui va se réfléchir sur le mur avant d'arriver à l'auditeur. Et on te dit la flèche en pointillé, ici, ça correspond à l'axe OX. Et forcément, l'auditeur, il a une certaine distance du mur, distance qu'on appelle grand D. Autre donnée, la célérité du son dans l'air, 340 mètres par seconde. Rappelez les conditions d'observation d'interférence entre deux ondes, donc c'est une question de cours. Les deux ondes, elles doivent être cohérentes, et ça veut dire qu'elles ont la même fréquence et elles ont un déphasage constant. Alors, maintenant, question qui a posé problème. On définit delta, la différence de marche entre l'onde directement reçue par l'auditeur, celle-ci, et celle reçue après réflexion sur le mur, donc celle-là. Et on te demande d'exprimer delta en fonction de D.
Et là, j'ai beaucoup d'erreurs et je pense que ça provient bien tout simplement du fait que, bien pour certains, delta, différence de marche, vous ne savez pas ce que ça veut dire. On est bien d'accord pour se dire que, eh bien, l'onde qui provient de S1, elle a parcouru cette distance-ci. Et l'onde qui vient de S2, elle a parcouru cette distance-là. Je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire et pour voir que celle qui vient de S1, elle a parcouru une distance supplémentaire par rapport à celle qui vient de S2. La distance supplémentaire, je vais la mettre, elle est là. Hein. La différence de marche, eh bien, ça correspond justement à cette différence de distance. Le fait que celle qui vient de S1 a parcouru une distance supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on écrit que delta, c'est la distance S1m moins la distance S2m. Et une fois qu'on a écrit ça, bien si tu vois pas que ça fait 2 fois d, là je ne peux plus rien pour toi. Donc tout simplement, bien delta, ça vaut 2D. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi certains me disent que c'est S1D moins S2D, D n'étant pas un point, D étant une distance. Alors, question 3. Alors, la question 3, elle est précédée d'une phrase qu'on va lire. Le phénomène d'interférence est d'autant plus important que les deux ondes qui interfèrent entre elles ont des amplitudes similaires. Certaines enceintes Bluetooth sont transportables à la main. Expliquez pourquoi les perturbations dues au phénomène d'interférence sont plus importantes lorsque l'auditeur est situé à proximité du mur. Alors, si j'ai lu la phrase là, c'est qu'elle a son importance. Oui, en effet, c'est parce que la réponse à la question, elle est dans cette phrase-là. Donc si elle est dans cette phrase-là, je vais déjà la réécrire dans la réponse. C'est-à-dire que le phénomène d'interférence est d'autant plus important que les deux ondes qui interfèrent entre elles ont des amplitudes similaires. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi, quand on est proche du mur, les deux ondes vont avoir des amplitudes similaires? Alors, en effet, si on est proche du mur, bien dans ces cas-là, la différence de marche, le delta, est faible. Ça veut dire que les deux ondes auront parcouru la même distance. Et si elles ont parcouru la même distance, elles se seront atténuées de la même manière. Donc elles auront des amplitudes similaires. Alors c'est ce que j'ai mis. J'ai exactement repris la phrase qui était notée. Le phénomène d'interférence est d'autant plus important que les deux ondes qui interfèrent entre elles ont des amplitudes similaires. Si l'auditeur il est proche du mur, l'onde réfléchie, elle aura parcouru une distance très proche de l'onde incidente. Et elle aura donc la même amplitude. Pourquoi elle aura la même amplitude? Parce que l'atténuation géométrique vécue entre guillemets par les deux ondes sera la même. Alors, question 4, c'est une question réussie par la globalité des élèves. Il fallait identifier parmi les deux représentations de superposition d'ondes présentées en figure 2, celle correspondant à une situation d'interférence destructive et il fallait justifier. Alors, eh bien c'est la situation B. Pourquoi c'est la situation B? Parce qu'on voit que l'onde 1 et l'onde 2 sont en opposition de phase, ont la même amplitude aussi. Alors que là, on a deux ondes qui sont en phase. Question 5, question qui a fait beaucoup de mal. Il fallait rappeler la relation liant delta et lambda, donc la longueur d'onde de l'onde acoustique considérée, dans le cas d'interférence destructive. On introduira K un nombre entier positif. Alors là, je l'ai automatiquement mis. Dans le cas d'interférence destructive, delta, c'est une demi-longueur d'onde. Hein. K plus 1 demi de lambda. Donc ça, première partie de la question. Maintenant, on définit D, grand D, comme distance de K, la distance entre le mur et une position correspondant à une situation d'interférence destructive le long de l'axe OX. Et il fallait en déduire l'expression reliant la distance D de K et la longueur d'onde. Et j'ai beaucoup d'élèves qui me mettent que delta, c'est D de K. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Hein, on ne dit pas que D de K, c'est la différence de marche. On te dit que c'est la distance entre le mur et une position
qui correspond à une situation d'interférence destructive. Pour l'instant, moi, je ne vais pas introduire grand D de K. Je vais simplement réutiliser ce que j'ai trouvé à la question 2. Je sais que delta, c'est 2 fois grand D. Alors déjà, je suis contente, parce que grand D et grand D de K, il doit certainement y avoir une relation. Et puis, je vais exprimer grand D tout simplement. Grand D, c'est la moitié de tout ça. Donc c'est K plus 1 demi fois lambda sur 2. Ah ben voilà, j'ai bien une distance entre le mur et une position qui correspond à une situation d'interférence destructive. Et ben voilà, j'ai D de K. Donc D de K, ça vaut K plus 1 demi fois lambda sur 2. Question 6. Montrer que cette distance D de K peut être exprimée sous la forme D de K égale C sur 2F fois K plus 1 demi. Et là, j'ai certains élèves qui commencent à bidouiller. Et là, c'est pas bon. Dès qu'on commence à bidouiller, on voit que ça ne va pas. C'est vrai que si on n'a pas trouvé la réponse à la question 5, on se dit comment est-ce que je vais faire pour trouver la question 6 ? Dans ces cas-là, il faut raisonner à rebours. Et ça peut t'aider. Mais surtout, il ne faut pas bidouiller. Alors, moi, j'avais trouvé la réponse à la question 5. D de K, c'est K plus 1 demi fois lambda sur 2. Il faut que j'introduise la célérité de l'onde et la fréquence. Moi, je connais une relation entre la célérité de l'onde, la longueur d'onde et la période. Moi, je sais que c'est lambda sur grand T, T étant la période. Donc je sais que c'est lambda fois F, et j'en déduis lambda qui vaut C sur F. Comment j'ai fait ? Ici, j'ai tout simplement divisé là par F de part et d'autre de l'égalité. Donc lambda, c'est C sur F. Et je vais tout simplement remplacer ceci ici. Et je trouve que dk, c'est bien K plus 1 demi fois C sur 2F, qui est la même expression que celle donnée dans la question 6. Quand je dis que certains bidouillent, certains vont m'écrire que, comme ils sont persuadés d'avoir trouvé une bonne réponse, ils vont écrire que lambda c'est C sur 2F. Et si tu écris ça, ça ne va pas. J'ai automatiquement mis des points quand on m'avait donné ces formules-là, même si on n'avait pas bien trouvé l'expression de dk. C'était ça qui m'intéressait. Ensuite, pour passer de là à là, c'est simplement remplacer. Par contre, l'élève qui, lui, a rajouté un 2 qui vient de je ne sais où, forcément, je lui ai mis faux. Alors, avant-dernière question. La contrebasse est un des instruments de musique capables de produire les sons les plus graves, comme le La zéro de fréquence FB de 55 Hz. Alors dans le sujet initial, on parlait aussi du piccolo qui était capable d'émettre la note la plus haute, etc. Donc je l'ai enlevé. Et on te dit, on définit dB, la distance entre deux points consécutifs le long de l'axe OX où ont lieu des interférences destructives pour la fréquence FB, donc pour la note grave de la contrebasse. Il fallait déterminer la valeur de dB ainsi que de D0 pour la fréquence FB et commenter au regard de l'impact du phénomène d'interférence sur la qualité sonore. Alors déjà, je vais calculer D0, parce que ça c'est facile, j'ai même pas besoin d'avoir, l'expression, elle m'a été donnée à la question 6. Il faut juste que je me dise que si on me demande grand D de 0, c'est D quand K vaut 0. Parce que j'ai des élèves qui ont calculé D quand K vaut 1. Là, je ne peux pas non plus vous être d'une grande aide. Pour moi, c'est évident. D de 0, c'est quand K vaut 0. Donc quand K vaut 0, D de K, ça vaut C sur 2F fois 0 plus 1 demi. Et là encore, j'ai des élèves qui se trompent, parce que 0 plus 1 demi, ça fait 1 demi. Donc ça fait C sur 2F fois 1 demi, donc ça fait C sur 4F. Et ça ne fait pas C sur 2F plus 1 demi, ce qui serait faux. Et quand tu calcules ça, tu trouves 1,5 m. Donc déjà, tu as une partie de la question. Et donc, tu as des points. Et je crois que j'en ai donné 1. Maintenant, on va te demander de calculer dB.
Et dB, c'est la distance entre deux points consécutifs le long de l'axe X où ont lieu des interférences destructives. Alors j'ai mis ça. Donc supposons qu'on est ici, tiens, on est à D0. On a des interférences destructives. Une petite distance supplémentaire, et on sera à D1, et si l'auditeur est ici, il y aura de nouveau des interférences destructives. D1, c'est en partant d'ici. Eh bien, tout simplement, dB, c'est D1 moins D0. C'est cette distance-ci. Entre guillemets, on est en train de calculer l'interfrange. Ce qu'on avait vu pour les fentes de Young, eh bien, ici, c'est aussi valable pour cette situation sonore. Alors, c'est pour ça que j'ai calculé D de K égale 1. Et D de K égale 1, je remplace, c'est C sur 2F fois K égale 1, donc 1 plus 1 demi, et ça va faire 3 quarts de C sur F. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 4,6 mètres. Donc, quand l'auditeur est à 4,6 mètres du mur, il a de nouveau des interférences destructives. Eh bien, dB, c'est D1 moins D0. Et quand tu fais D1 moins D0, donc tu fais 4,6 moins 1,5, eh bien, tu trouves 3,1 mètres. Il y a une autre manière de calculer qui est plus mathématique, c'est de voir que dB, c'est... Moi, j'ai fait D1 moins D0, mais au final, c'est dK plus 1 moins dK. Et quand tu fais le calcul mathématique, en factorisant par C sur 2F, tu trouves C sur 2F. Ou alors lambda sur 2. Et si tu fais le calcul, tu retrouves 3,1 mètres. Alors ça, je ne me demandais pas, mais ceci, à mes yeux, était tout à fait abordable. Commentaire, tout simplement, ça veut dire que si on est à 1,5 mètre, on n'entend pas la contrebasse. Si on est à 4,6 mètres, on n'entend pas la contrebasse. Donc pour certaines positions, eh bien, l'auditeur il n'entendra pas les fréquences graves, ce qui peut être gênant s'il écoute un concerto pour contrebasse. Alors, question 8, l'ajout d'un rideau en tissu sur le mur améliore la qualité sonore et il fallait proposer une interprétation à ce phénomène. Alors, le rideau, il est là, parce que j'ai certains, et l'auditeur reste là. Donc on veut comparer une situation où il n'y a pas de rideau à une situation où il y a un rideau. Que peut faire le rideau? Le rideau, eh bien tout simplement, il va empêcher ou amoindrir le phénomène de réflexion. Ça veut dire que l'onde réfléchie ici, soit il n'y en aura pas, soit elle aura une amplitude qui sera faible ou alors très faible. Or, on reprend ce qui est écrit dans le sujet. Le phénomène d'interférence est d'autant plus important que les deux ondes qui interfèrent entre elles ont des amplitudes similaires. Donc maintenant, eh bien, l'onde réfléchie et l'onde incidente n'auront plus des amplitudes similaires. Donc le phénomène d'interférence, il ne sera plus important. Et la qualité sonore, bien meilleure.